Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société PTV Logistique. PTV Logistique, éditeur de solutions logicielles d'optimisation de tournée et de visibilité en temps réel pour le monde des transports. Nous allons explorer ensemble une question cruciale pour les entreprises. Comment concilier, voire réconcilier la rentabilité et durabilité en matière de transport face à des enjeux climatiques qui sont de plus en plus forts et des hausses de coûts d'exploitation. Pour nourrir cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir trois experts engagés autour de ce plateau. Le premier, Jean-Michel Carly. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel, vous êtes le vice-président des ventes Europe du Sud pour l'éditeur PTV Logistique. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. À vos côtés, Xavier Viltard. Bonjour Xavier. Bonjour Julien. Bonjour, vous êtes associé consulting pour le cabinet PwC. Soyez bienvenus également. Merci. Et à vos côtés, Pierre Colson. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le CEO et cofondateur d'une entreprise innovante, qui est spécialisée dans la distribution alimentaire pour les restaurateurs. Soyez également le bienvenu à ce plateau et bonjour à vous. Merci, bonjour Julien. Nous allons être ensemble pendant une trentaine de minutes et on va recroiser vos regards d'experts sur cette problématique de performance opérationnelle et de décarbonation. Mais avant de débuter ce webinaire, je vous propose à tous de faire un rapide tour de table pour présenter chacun vos organisations. Jean-Michel, je vous laisse ouvrir le bal. Merci Julien. Alors PTV Logistics, nous sommes un éditeur de logiciels dont la mission est de rendre plus durable et plus efficace le transport routier de marchandises. Nous le faisons au travers d'une suite de solutions cloud qui permet de planifier, d'optimiser et d'exécuter les opérations de transport. Nous existons depuis 40 ans et nous avons des milliers de clients dans le monde. Si je fais un focus sur la France, c'est une entité en forte croissance avec un mix de clients très intéressant puisque ça va de la petite PME finalement jusqu'à la multinationale. Et on a aussi bien parmi nos clients des chargeurs que des transporteurs et même des éditeurs de logiciels qui vont utiliser finalement nos composants pour alimenter leur propre logiciel. D'accord, de nombreux utilisateurs du coup de toute taille qui sont vos clients. Merci pour la présentation. Xavier, quelques mots sur PwC. Alors PwC, c'est un cabinet de conseil mondial qui accompagne et accélère la transformation durable des entreprises. Entre autres sujets, nous aidons nos clients chargeurs à optimiser le transport de marchandises pour en faire un élément de compétitivité et de différenciation. Au cours de ces 20 dernières années, mon équipe, anciennement connue sous la marque BP2R, a conduit plus de 600 projets d'optimisation de transport pour le compte de 350 chargeurs, industriels, distributeurs de tout secteur d'activité. D'accord, merci pour cette présentation. Donc en face de vous, Pierre. Bonjour Pierre, rebonjour en tout cas. Vous êtes l'entrepreneur de cette table ronde. Vous avez créé en 2023 Foodflow, start-up innovante. Quelques mots sur Foodflow ? Oui, bonjour Julien. Effectivement, donc Foodflow, c'est un néo-distributeur généraliste qui propose plus de 3000 références en 2 clics jusqu'à minuit pour une livraison le lendemain à partir de 6h à tous les professionnels du food service, donc tout le CHR, café, hôtel, restaurant. On apporte à nos clients beaucoup de flexibilité, de simplicité, et puis on réduit les intermédiaires en proposant une offre directe du producteur aux consommateurs. On travaille aujourd'hui avec près de 2000 restaurants qui sont sur la métropole parisienne et puis la métropole lilloise. D'accord, on va revenir justement sur votre proposition de valeur, très intéressante. Mais merci à tous les trois en tout cas pour ces présentations. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Avec une première question pour vous, Xavier. Comment vous analysez justement les enjeux actuels dans le monde du transport face à ces objectifs de décarbonation ? Alors déjà, il faut savoir que le transport, c'est souvent un enjeu très important pour les chargeurs, industriels et distributeurs, pour 3 raisons. Premièrement, c'est un enjeu en termes de service client. Transport, c'est le dernier maillon de la chaîne logistique, celui le plus exposé au client final, qu'on soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Deuxièmement, c'est un enjeu en termes de coût, puisque le transport représente généralement 4 à 8% du chiffre d'affaires des entreprises. Et troisièmement, c'est un enjeu en termes de carbone, puisque le transport est responsable aujourd'hui de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ces mêmes entreprises, industrielles et distributeurs, ont des fortes ambitions environnementales. La plupart de nos clients se sont fixés des objectifs de décarbonation de l'ordre de 30 à 50% à horizon 2030-2035, ça veut dire demain, pour in fine atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Or, on sait que les budgets sont contraints. La plupart des chargeurs ont peu, voire pas du tout, de budget pour décarboner le transport. Il y a donc nécessité à repenser les schémas logistiques pour identifier des leviers d'optimisation qui permettent de financer la décarbonation.
Rebondissons du coup sur ce que dit Xavier, Jean-Michel. C'est quoi votre point de vue justement par rapport à cette analyse densification, décarbonation? À la fois, il n'y a pas de budget. Comment vous analysez, vous, les choses? On a une vision quand même très proche de ce qui vient d'être expliqué. Ouais. Moi, j'ai en tête un chiffre qui est souvent utilisé par le Shift Project, qui nous dit qu'en France, 9% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au fret terrestre. Donc on se rend compte que l'enjeu, il est considérable. On n'est pas en train de parler d'un petit enjeu, vraiment c'est quelque chose qui est considérable au niveau de la France en tout cas. De notre côté PTV, on a vraiment la durabilité vraiment dans notre ADN, et on sait qu'on doit concilier durabilité et rentabilité, que c'est une obligation finalement, parce que voilà, comme ça vient d'être dit, beaucoup d'entreprises veulent se lancer dans la décarbonation. Mais clairement, comment on finance ça? Pas un budget qui est déjà à disposition pour cela. Donc le fait de venir concilier les deux est quelque chose d'extrêmement important. Et une des façons effectivement de s'y prendre, c'est le fait de repenser les schémas. Et ça permet généralement, comme ça a été dit, de réduire les kilomètres, le nombre de camions, augmenter évidemment le taux de remplissage des véhicules. Et in fine, on va pouvoir concilier des gains économiques et des gains écologique. Alors évidemment, c'est un levier, il y en a d'autres. Ouais. Il y a le fait de passer à des mobilités électriques par exemple, mais là aussi, ça veut dire des investissements. Oui. Donc là aussi, ça veut dire comment je les finance. Donc toujours ce besoin finalement de concilier les deux aspects, rentabilité et durabilité. Du coup, vous avez un peu une analyse commune quand même. On est quand même sur repenser les schémas logistiques à isopérimètre de budget. En tout cas, ça fait partie de la solution aujourd'hui pour trouver ce bon compromis. Du coup, Pierre, votre analyse, vous avez développé une solution one-stop shop. Comment vous intégrez cette notion de durabilité du coup dans votre proposition de valeur? Ouais, effectivement, nous, la durabilité, elle est vraiment au cœur de notre proposition de valeur. On s'est construit autour de ça. Comme disait Jean-Michel, il y a près de 10% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont liées au transport terrestre. Donc il y a un énorme enjeu de réduction des kilomètres, de densification, de massification, d'amélioration des taux de remplissage des camions, etc. etc. Donc ça, c'est une première partie de notre métier, de réduire les kilomètres parcourus par nos camions et améliorer le taux de remplissage de ces derniers. Et ça passe par différents outils d'optimisation. Le deuxième enjeu, nous, dans notre activité, je vais vous donner un chiffre pour illustrer, c'est ce que dit la FAO. 30% des denrées alimentaires produites sont jetées avant même d'atteindre leur marché de consommation. 30%. Donc pour nous, distributeurs, c'est un autre enjeu énorme parce que le gaspillage, c'est de la perte de rentabilité. Et puis d'un point de vue de durabilité, d'un point de vue écologique, c'est aussi un effet terrible. Donc ça illustre bien la connexion et la conjonction qu'il peut y avoir entre durabilité et rentabilité. Nous, chez Foodflow, on a la conviction que l'un et l'autre peuvent se servir et je pense qu'il faut arrêter de les voir comme deux valeurs antinomiques. Je pense que durabilité et rentabilité, ça peut s'associer, ça peut se servir et ça peut être un bénéfice pour l'entreprise. D'accord, merci pour la réponse. Le transport, c'est des opportunités, on l'a vu en tout cas, on peut repenser les schémas logistiques, mais c'est aussi un contexte législatif qui est aujourd'hui de plus en plus mouvant. On parle de la fin des ZFE, le report de la CSRD. Est-ce que tout ça finalement, et c'est une question pour vous Xavier, ça ne va pas être un coup d'arrêt à la décarbonation? Comment vont réagir les entreprises face à ça? Alors, personnellement, je ne crois pas, tout simplement déjà parce que beaucoup d'entreprises ont pris publiquement des engagements à décarboner. Il y a donc urgence à ce qu'elles se mettent en action pour honorer ces engagements. Je crois que le temps presse. Ensuite, parce que je pense qu'en France et en Europe, il y a une vraie prise de conscience individuelle et collective sur l'urgence climatique. Et puis, côté transporteur, on voit que la dynamique d'investissement est lancée. Il y a de plus en plus de solutions techniques qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. D'accord. Et Jean-Michel, quand on parle justement de repenser les schémas logistiques, est-ce que ça va à la fin pas permettre de faire émerger de nouveaux modèles peut-être vertueux à l'avenir ? Moi, je dirais oui, et même au-delà des espérances.
Par exemple, je suis un avocat de la slow logistique et PTV collabore avec le club d'émetteurs sur ce sujet-là. On a lancé une étude avec le club d'émetteurs. Il y a eu pas mal d'entreprises qui étaient volontaires et finalement c'est Decathlon qui a été le plus prompt à démarrer un projet là-dessus. Juste un mot, quand on parle de slow logistique, c'est le fait de ralentir les flux, c'est ça cette notion de flow logistique. C'est le fait de ralentir les flux, en tout cas d'envisager de façon complètement différente le schéma, en permettant d'assouplir un certain nombre de contraintes. Et ça peut prendre effectivement différents aspects. Ça va à la fois de l'éco-conduite pour les véhicules sur les routes, au fait de passer une partie du fret, par exemple, sur du ferroviaire. Et ça a vraiment des aspects extrêmement larges. La logistique, aujourd'hui, c'est quelque chose de très large. Vous parliez d'un exemple, Decathlon, c'est ça, en fait? Oui, complètement. Avec Decathlon, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de flux de distribution hyper contraints, avec du J+1 à respecter. Donc, on partait du principe qu'il allait être difficile de trouver des liens sur ce type de flux. Et là où c'était vraiment assez extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu finalement qu'en assouplissant certaines contraintes, en élargissant, par exemple, des créneaux de livraison. On peut mettre en place des SAS dans les magasins pour pouvoir livrer en dehors des heures prévues, ou on peut utiliser des hubs déportés au départ des sites d'entreposage pour pouvoir aussi élargir les créneaux de départ. Et bien en faisant ça, on a réussi à trouver des liens vraiment très importants, que ce soit des liens économiques ou en termes d'empreinte CO2. Alors, ce qui est intéressant, je n'entrerai pas dans les détails des résultats, puisqu'on va donner l'exclusivité des chiffres et du détail au club d'émetteurs, et puis on va faire une restitution prochainement. Mais ce sont des liens intéressants. Et ce qui est bien dans cette histoire, finalement, c'est que Decathlon avait l'intuition que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait peser. Par contre, c'était une intuition. Et ce qu'on a pu faire finalement avec nos solutions, c'est venir confirmer cela, venir mettre des données dessus et se rendre compte qu'il y avait une équation qui était intéressante d'un point de vue à la fois économique et empreinte CO2. Évidemment, quand on met un SaaS dans un magasin, c'est aussi un investissement, etc. Donc il faut pouvoir calculer ce qu'on peut gagner d'un côté et ce qu'on peut ce qu'on va dépenser de l'autre. Donc c'est vraiment la leçon à tirer de cette étude. On a pu transformer finalement l'intuition en certitude, en données tangibles. D'accord, on a hâte d'avoir les résultats du coup de cette étude et de voir concrètement les résultats de ce schéma. On parlait de slow logistique. Alors Pierre, pour le coup, on n'est pas dans la slow logistique, on est dans le flux tendu, on commande, vous livrez très tôt le matin, je crois, vous préparez juste on time. Vraiment, du coup, comment on réconcilie rentabilité, durabilité, comment on fait quand ça va aussi vite, quoi? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que déjà la rentabilité, c'est un sujet qui est difficile pour beaucoup de startups. Nous, on a la chance de l'être et on l'associe avec de la durabilité. J'en parlais tout à l'heure parce que c'est au cœur de notre proposition de valeur. On a des actions qui sont très concrètes sur ces sujets. Pour en donner quelques-unes, la première, je dirais que c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un gros enjeu chez les distributeurs. La métrique qu'on traque, c'est le taux de casse. Combien de marchandises qu'on va jeter parce qu'on n'aura pas réussi à la distribuer avant sa date limite de consommation. Donc ça, on le fait avec beaucoup de tech qui poussent automatiquement dans des rubriques anti-gaspi les différents produits qui arrivent en date limite de consommation. Le deuxième gros sujet, c'est l'optimisation des tournées. C'est comment est-ce qu'on livre un maximum de clients, un maximum de marchandises dans un minimum de camions. Comment est-ce qu'on fait parcourir un minimum de kilomètres à notre flotte de véhicules. Ça, c'est un autre sujet important. Après, il y a évidemment les contenants de livraison. Nous, on est passé, pour la majorité de nos clients, à des contenants en bac plastique réutilisables pour limiter l'utilisation des cartons. Et puis il y a plein d'autres actions. Je pense par exemple à la livraison décarbonée. Nous on a un deuxième tour qui se fait à vélo cargo pour éviter de renvoyer en centre urbain des camions qui viennent faire un tour de réassort, donc avec un taux de remplissage inférieur. Voilà, il y a plein d'actions qui sont très concrètes que nous on met en place opérationnellement, mais qui viennent servir avec de la durabilité nos enjeux business et nos défis de rentabilité. Oui, comme quoi c'est possible. Donc vous dites que c'est une somme d'actions finalement qui permet d'avoir cette notion de rentabilité et de durabilité in fine, quoi. Et Xavier, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, dans votre travail de conseil aux entreprises, vous avez des cas comme ça un peu inspirants sur des modèles d'optimisation qui vient servir justement cette notion rentabilité, durabilité? Oui, alors
typiquement, on vient tout juste de terminer un important appel d'offres transport pour le compte d'un de nos clients, chargeur industriel du CAC 40, leader de son secteur d'activité. Et les résultats en termes de décarbonation ont largement dépassé nos attentes, puisque sur le périmètre travaillé, on a réduit l'empreinte carbone de 28%, soit l'équivalent de 1000 tonnes de CO2 économisées chaque année, en déployant les 5 familles de décarbonation du transport. Alors, je parlais tout à l'heure de sobriété et de densification, mais également sur du report modal, en basculant un certain nombre de lignes qui historiquement étaient réalisées en transport routier vers du combiné rail-route. Également sur du mix énergétique, en confiant finalement un certain nombre de lignes à des transporteurs qui exploitent des véhicules plus propres, donc j'entends essentiellement du biocarburant, du biogaz, mais aussi du poids lourd électrique. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché en la matière nous a proposé plus de 1500 solutions concrètes. Et puis finalement, sur de l'efficacité énergétique, en référençant systématiquement des transporteurs engagés dans des actions, dans des programmes d'éco-conduite. D'accord. Alors, ce que je retiens en fait, c'est que qu'on soit un très grand groupe du CAC 40 ou une jeune start-up innovante, finalement décarboner tout en ayant cette notion de rentabilité, c'est possible en fait, c'est ça. C'est possible. Moi, je pense qu'il faut qu'on change un peu de paradigme. Souvent, c'est deux notions qu'on met l'une face à l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'une sert la compétitivité de l'autre. Je pense vraiment que l'argument de rentabilité va devenir de plus en plus fort dans les négociations commerciales au fur et à mesure que l'on prend tous conscience de l'enjeu climatique. Et donc, il faut arrêter de se dire que la durabilité, c'est quelque chose qui va nuire à notre activité, ou en tout cas qui va dégrader notre performance. Moi, je crois au contraire qu'on peut en faire un levier de compétitivité et que c'est là-dessus qu'il faut leverager. Et il faut le faire donc au service de la rentabilité. Il faut juste trouver quels sont les bons leviers, les bonnes actions à mettre en place pour que les deux se conjuguent bien. Mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas les opposer et il faut voir la rentabilité comme une opportunité stratégique. D'accord. Et le rôle de la technologie dans tout ça, l'émergence de l'IA, c'est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. Jean-Michel, du coup, comment l'IA, quel rôle va jouer l'IA finalement à l'avenir dans ces questions d'optimisation en fait ? L'IA a un rôle central, c'est évident, et la technologie en général. Je vais prendre quelques exemples, mais on utilise par exemple du machine learning depuis de nombreuses années pour calculer les temps de parcours à venir à partir des historiques trafic. Et ça, c'est primordial si on va avoir des temps de parcours qui sont réalistes et donc une planification qui est complètement applicable du jour au lendemain. On utilise aussi un agent IA pour venir scorer la qualité des données en entrée, parce que comme on dit en anglais, shit in, shit out. Si on met des données de mauvaise qualité en entrée, on aura une planification de mauvaise qualité en sortie. Donc là aussi, c'est quelque chose de très utile. Et très récemment, et vraiment, je parle de quelque chose qui existe depuis quelques semaines seulement, on est capable, grâce à l'IA, de corriger le format des données d'entrée de façon à pouvoir intégrer finalement plus facilement les données de nos clients. Alors ça peut avoir l'air anodin, mais ça l'est pas du tout en fait. Parce que dans un projet d'optimisation, aujourd'hui, ce qui est le plus long, c'est souvent la phase d'intégration quand on essaie de faire parler les systèmes entre eux. Donc si on réussit, et on réussit grâce à l'IA à faciliter cette partie-là, en fait, on réduit considérablement le temps de projet. Aujourd'hui, sans cette phase-là, on est à 6 semaines à peu près sur un projet d'optimisation. Et aller plus vite, c'est pas juste une lubie, ça permet d'aller chercher donc un retour sur un investissement plus rapide pour les entreprises et mettre en application les projets d'optimisation. Alors à la vitesse, pour être tout à fait honnête, à la vitesse où ça bouge en termes d'IA, c'est-à-dire la techno en tant que telle et aussi les cas d'usage qu'on est capable d'identifier, si vous me reposez la même question dans 3 mois, il y aura sûrement une nouvelle réponse encore qui arrivera. Ouais, les choses vont très très vite, Xavier. Je crois que on peut le dire, l'IA est en train de bouleverser un peu tous les secteurs. Comment vous l'analysez, vous alors des atouts, on voit les atouts apportés par l'IA, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites ? Alors déjà, je pense qu'on a la chance d'être dans un secteur où il y a profusion de données. Quelques chiffres sur le secteur du transport terrestre en Europe. 500 milliards de dépenses annuelles, 570 000 transporteurs. Ça fait des centaines de millions d'expéditions à acheter, à planifier, à exécuter, à monitorer, à facturer chaque année. Donc ça fait beaucoup de données.
Ça veut dire que chaque année, la difficulté finalement, c'est que ces données, elles sont diffuses, peu accessibles, de qualité inégale. Et on sait aujourd'hui qu'un préalable à l'utilisation efficace de l'IA, c'est de disposer de données de qualité. Il y a donc, de mon point de vue, une vraie nécessité à accélérer la digitalisation du transport. Et cette digitalisation, elle doit passer par le déploiement de tout type de solutions digitales. Alors, on parle déjà de solveurs d'optimisation avec des solutions du type PTV. On parle aussi de TMS avec les Transport Management Systems. Et puis, on parle aussi des plateformes collaboratives. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, il y a plus d'une centaine de solutions disponibles sur le marché du transport. Et aujourd'hui, de plus en plus de ces solutions proposent des ROI extrêmement intéressants, de plus en plus dopés par de l'intelligence artificielle. D'accord, donc transformation digitale, le transport doit continuer sa transformation digitale, si je comprends bien. C'est un peu ce que vous avez fait, vous, en tant que distributeur. Hein. C'est-à-dire que, en connaissant un petit peu l'entreprise, je crois que vraiment ce processus de digitalisation, c'est important pour Foodflow, et ça apporte, ça répond en tout cas à la promesse client. Oui, absolument. Nous, la tech, on s'est construit autour. On a une verticale tech et on a construit l'activité autour. Elle est au cœur de notre expérience utilisateur, elle est au cœur de nos process internes, elle est au cœur de notre activité d'une façon générale. Donc, on a toujours eu cette ADN très forte. Et puis après, l'IA, on en parlait, mais l'IA, c'est magnifique. Enfin, tout le monde en parle, c'est pas pour rien. Moi, j'ai la conviction qu'il faut l'intégrer dans son activité. Chez nous, elle nous permet de faire communiquer tous nos logiciels de façon très simple, rapide. Elle nous permet d'améliorer la productivité de nos opérateurs, d'améliorer la performance de nos livraisons. Elle permet des tas de choses, même en interne, dans tous les outils de travail qu'utilisent les collaborateurs. Elle permet de répondre à tout un tas de problématiques. Donc moi je crois vraiment que la digitalisation chez les startups c'est souvent assez inné, mais dans d'autres PME qui font des métiers proches d'une autre, c'est très important d'adresser ce sujet-là parce que comme on disait ça va très vite, et donc faut pas trop se mettre en retard sur le sujet parce que voilà, le train passe vite et faut avancer avec lui. C'est un peu ça le message que vous souhaitez faire passer au secteur, c'est prenez le train pendant qu'il est il est en marche et attendez pas en fait. Ouais, et puis il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des équipes tech très fortes, intégrées, etc. Il y a plein de sociétés qui se sont lancées, qui font du conseil en digitalisation et qui accompagnent des PME qui ont moins cet ADN, qui les accompagnent à se transformer, à s'équiper de différents outils tech. Donc moi si j'ai un message à faire passer, c'est oui, c'est un investissement au début, c'est sûr. On peut le voir comme une dégradation de la rentabilité, mais pour moi c'est une approche très court-termiste. Et je crois vraiment que ça vaut le coup d'investir dans ces différents outils, ça vaut le coup d'investir dans du conseil, ça vaut le coup d'investir dans de l'IA, parce que c'est des gains de productivité à terme qui sont immenses et qui conditionnent peut-être aussi parfois la survie d'une entreprise. Xavier, du coup, des convictions aussi à porter, je vois, très engagé, Pierre, justement, sur ces questions-là. Vous avez des convictions aussi peut-être à nous partager, si on fait un peu de prospective, en tout cas sur l'avenir. Ouais, alors personnellement, moi j'ai envie d'avoir un message d'optimisme et d'enthousiasme pour finalement les éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Déjà parce que décarboner, c'est pas si inaccessible que ça. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles sur le marché. Ensuite, parce que moi personnellement, je trouve que décarboner, c'est passionnant. On apprend plein de choses super intéressantes. Et puis, à titre personnel, ça développe aussi son employabilité. Et puis pour les décideurs qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, sachez que la décarbonation finalement du transport, ça peut être un facteur incroyable de différenciation et de compétitivité pour vos entreprises. Dès lors qu'on a une approche rupturiste, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, et puis dès lors qu'on y met de l'énergie et puis de l'intelligence, alors j'allais dire humaine, mais aussi artificielle. Artificielle. Et pour conclure, Jean-Michel, c'est quoi votre conviction ? C'est possible, comme Xavier ? Ouais, je partage en fait la vision positive de mes camarades autour de la table aujourd'hui. Il est bien évident qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale dans la société de l'importance de décarboner. Ce qu'on dit moins, c'est que le monde du transport, il ne fait pas exception. Le monde du transport, il est engagé. C'est pas forcément la vision que tout le monde a dans la société, mais c'est une réalité. Et ça fait très très longtemps que le monde du transport, par exemple, fait la chasse au gaspillage. Donc rien de nouveau dans tout ça. Ce qui aujourd'hui peut être un facteur de doute parfois, c'est l'incertitude par rapport
voilà, comment on s'y prend pour aller plus loin demain dans la décarbonation et combien ça va me coûter, qu'est-ce que je vais vraiment y gagner, etc. Mais là où vraiment on peut avoir aujourd'hui beaucoup d'espoir, c'est que la technologie est arrivée à maturité. Donc aujourd'hui, on est en mesure en fait de calculer l'impact des projets de décarbonation. Donc on est capable d'identifier les gains dont mes camarades ont parlé, parce qu'il y a vraiment des gains à aller chercher. Donc on est passé finalement d'une situation où on se posait des questions à une situation où on peut prouver les gains liés à la décarbonation. Donc on n'a plus de raison d'hésiter. Et ça, clairement, ça change tout. Conclusion, la décarbonation conjuguer décarbonation et rentabilité, c'est possible, les technologies sont là. Voilà, merci à tous les trois pour cet échange qui est vraiment très passionnant. Si vous avez des questions à poser à nos trois experts, je vous invite du coup à leur écrire aux adresses email qui vont s'afficher juste à la fin de ce webinaire. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire merci de nous avoir suivis. À bientôt.